Bismillah. 2 ans mourir, peut-être 3, selon on le sait. Les journaux à sensation publièrent des manchettes flamboyantes sur la mystérieuse mutilation et la mort de Kenneth Scott, écrivain et occultiste renommé de Baltimore. Et plus tard, ils firent tout autant de bruit autour de la disparition de Robert Lidwig, dont la correspondance avec Scott était bien connue dans les milieux littéraires. La mort également singulière et plus horrible encore de Paul Edmond, tout en étant séparé de l'atrocité de la mort de Scott par la largeur d'un continent, avait nettement un rapport avec elle. Cela a été démontré par la présence de certains objets fort controversés qui fut découvert dans les mains crispées d'Edmond et que les crédules rendent responsable de sa mort. Si cette explication paraît improbable, il est néanmoins vrai que Paul Edmond mourut d'avoir perdu tout son sang, l'artère carotide tranchée, et il est vrai aussi que l'affaire présentait certains aspects difficilement explicables à la lumière de la science d'aujourd'hui. La presse fit grand cas du journal intime d'Edmond, et même les quotidiens les plus sérieux eurent bien du mal à traiter ce document insolite sans être accusés de faire du journalisme à sensation. Le Citizen News de Hollywood résolut le problème pour ses confrères en reproduisant les extraits les moins fantastiques de ce journal, laissant clairement entendre qu'Edmond avait été un auteur de fiction et que ses notes n'avaient jamais voulu constituer un récit véridique des événements. Le pamphlet imprimé à titre privé On the Sensing Out of the Soul, ou de la projection de l'âme, qui jouait un rôle si important dans le journal intime, semble avoir une origine de pure fiction. Aucun des libraires locaux n'en a entendu parler et Mr. Russell Hopkins, le plus célèbre bibliophile de Californie, déclare que les titres comme le volume doivent être nés de l'imagination fertile du malheureux Paul Edmond. Cependant, selon le journal d'Edmond et certains autres papiers et lettres découverts dans son bureau, ce fut ce pamphlet qui poussa Ludwig et Edmond à se livrer à la désastreuse expérience. Ludwig avait décidé de rendre visite à son correspondant californien, voyageant par petites étapes depuis New York par le canal de Panama. Le Carnatic arriva au port le 15 août et Ludwig passa plusieurs heures à se promener dans la ville de San Pedro. Ce fut là, dans une boutique de troc, sentant le moisi, qu'il acheta le fameux pamphlet de la projection de l'âme. Quand le jeune homme arriva à l'appartement d'Edmond à Hollywood, il avait la brochure sur lui. Ludwig et Edmond se passionnaient tous deux pour l'occultisme. Ils s'étaient penchés sur la sorcellerie et la démonologie. À la suite de leur relation avec Scott, qui possédait une des plus importantes bibliothèques d'occultisme d'Amérique. Scott était un homme étrange, mince, le regard aigu, taciturne, il ne sortait guère de son vieil hôtel particulier de Baltimore. Ses connaissances des questions ésotériques avaient quelque chose de phénoménal. Il avait lu le Shire Ritual et dans ses lettres à Ludwig et Edmond, il avait laissé deviner la signification réelle dissimulée sous les allusions et les avertissements voilés de ce manuscrit à demi légendaire. On trouvait dans son immense bibliothèque, des noms tels que ceux de Sinistrari, de Zancarius et du malheureux Gugno, des Mousseaux. Et il possédait dans son coffre-fort, disait-on, un énorme album rempli d'extraits recopiés de sources aussi fantastiques que le livre de Karnak, le monstrueux Sixty Stone et le blasphématoire Elder Kay, dont il n'existerait que 2 exemplaires au monde. Il n'était donc pas surprenant que les 2 érudits tinssent vivement à déchirer le voile et à observer les stupéfiants mystères auxquels Scott faisait si prudemment allusion dans son journal. Edmond avouait que sa propre curiosité était la cause directe du drame. Ce fut cependant Ludwig qui acheta la brochure et l'étudia avec Edmond dans l'appartement de ce dernier. Il est indiscutable qu'Edmond décrivit assez minutieusement le pamphlet et il est par conséquent singulier qu'aucun bibliophile n'ait pu l'identifier. Selon le journal intime, c'était un très petit ouvrage.
d'environ 10 cm sur 12. Broché d'épais papier brun, le feuillet jauni par le temps est très friable. L'impression en caractère du XVIIIe siècle avec laisse allongée était d'assez mauvaise qualité et il n'y avait ni date ni marque d'éditeur. Les 7 premiers feuillets, ils étaient 8 en tout, contenaient ce qu'Edmond appelait les sophismes habituels du mysticisme, mais à la dernière page, on trouvait les instructions spécifiques pour projeter son astral, comme l'on dirait aujourd'hui. L'ensemble du procédé n'était pas nouveau pour les deux chercheurs. Leurs travaux leur avaient appris que l'âme, ou dans le langage occulte moderne, le corps astral, est supposé être un double éthéré ou esprit, capable d'être projeté à distance. Mais les instructions spécifiques, cette découverte était insolite. Elle ne paraissait pas difficile à suivre. D'ailleurs, Edmond a volontairement laissé ses préparatifs dans le vague, mais on comprend que les deux chercheurs visitèrent plusieurs chimistes avant d'obtenir les ingrédients nécessaires, où ils se procurèrent le cannabis indica, découvert plus tard sur le lieu du drame. Cela reste un mystère, mais naturellement pas impossible à percer. Le 15 août, Ludwig, apparemment à l'insu d'Edmond, écrivit à Scott une lettre par avion décrivant la brochure et son contenu et lui demandant conseil. Dans la nuit du 18 août, une demi-heure environ après que Kenneth Scott eut reçu la lettre de Ludwig, les deux jeunes occultistes entreprirent leur désastreuse expérience. Par la suite, Edmond s'accusa lui-même dans son journal. Il mentionne le malaise de Ludwig, comme si ce dernier sentait quelque danger caché. Ludwig suggéra de remettre l'essai à quelques jours, mais Edmond se moqua de ses craintes. Finalement, ils placèrent tous deux les ingrédients requis dans un creuset et chauffèrent le mélange. Il y eut aussi d'autres préparatifs, mais Edmond est très vague à ce sujet. Il fait une ou deux allusions furtives aux 7 lampes et à l'infracouleur, mais on ne peut rien tirer de ces termes. Ils avaient décidé d'essayer de projeter leur corps astral à travers le continent. Ils tenteraient de communiquer avec Kenneth Scott. On détecte dans cette intention un rien de vanité juvénile. Le cannabis indica était l'un des ingrédients de la mixture dans le creuset. Cela a été déterminé par l'analyse. Ce fut la présence de cette drogue indienne qui amena beaucoup de personnes à croire que les dernières notes du journal d'Edmond n'avaient pas de base plus tangible que les fantasmes d'un rêve d'opium et de hashish, dirigés le long de ces voies singulières, simplement du fait de la préoccupation des deux jeunes gens pour ces choses. À ce moment-là, Edmond rêva qu'il voyait la maison de Scott à Baltimore, mais il ne faut pas oublier qu'il avait longuement regardé une photographie de cette maison, posée sur la table devant lui, et il désirait consciemment y aller. Rien de plus logique, par conséquent, qu'Edmond ait simplement rêvé ce qu'il voulait rêver. Mais Ludwig eut une vision identique, ou du moins le déclara-t-il par la suite, à moins que, dans cette note-là, Edmond ait menti, de l'avis du professeur Perry L. Lewis, expert réputé sur les phénomènes du rêve. Edmond, au cours de sa vision provoquée par le hashish, parle à tour de ses illusions ou hallucinations, sans intention consciente et sans en garder le souvenir, et Ludwig, comme dans une transe hypnotique, vit tout simplement les fantasmes qu'évoquaient dans son esprit les paroles d'Edmond. Edmond écrit dans son journal qu'après avoir regardé brûler pendant quelques minutes le contenu du creuset, il sombra dans une sorte de transe somnolente au cours de laquelle il voyait clairement ce qui l'environnait, mais avec certaines curieuses modifications qui ne peuvent qu'être imputées à l'action de la drogue. Le fumeur de marijuana peut voir une minuscule chambre se métamorphoser en une immense salle voûtée. De même, Edmond déclara que la pièce où il se trouvait paraissait grandir. Bizarrement, toutefois, cet agrandissement se produisait d'une manière étrange, anormale. La géométrie de la pièce devenait graduellement tout à fait fausse. Edmond insiste sur ce point sans tenter de l'élucider. Il ne précise pas à quel moment précis le changement se fit remarquer, mais bientôt il se trouva au milieu d'une salle qui, tout en restant sa propre chambre, bien reconnaissable, s'était transformée jusqu'à se centrer sur un certain point. Là, les notes deviennent presque incohérentes. Manifestement,
Edmond avait du mal à décrire ce qu'il voyait dans son hallucination. Toutes les lignes et les courbes de la pièce, souligne-t-il avec une curieuse insistance, semblaient converger sur un point spécifique. Le creuset où brûlait le mélange de drogue et de produits chimiques, très confusément, une sonnerie persistante résonna à ses oreilles, mais le bruit mourut et finit par disparaître totalement. Edmond pensa sur le moment qu'il était produit par les effets de la drogue. Ce fut plus tard seulement qu'il apprit les efforts fébriles de Scott, tentant de le joindre au téléphone. De Baltimore, la sonnerie stridente devint de plus en plus faible et sombra dans le silence. Edmond avait une tournure d'esprit expérimental. Il essayait de déplacer son regard sur des objets particuliers dont il se souvenait, un vase, une table, une lampe, mais la pièce semblait posséder une indescriptible fluidité, si bien que son regard glissait inévitablement le long de lignes et de courbes gauchies, et il se surprenait de nouveau à observer le creuset. Ce fut alors qu'il prit conscience d'une chose insolite se produisant à cet endroit. La mixture ne brûlait plus. À la place, une étrange formation cristalline se créait dans le creuset. Edmond fut dans l'incapacité de décrire cet objet. Il put simplement dire que cela apparaissait comme un prolongement des lignes gauchies de la pièce, les transportant au-delà de leur point de convergence. Apparemment, inconscient du caractère délirant d'un tel concept, il ajoute que ses yeux commencèrent à devenir douloureux, à force de regarder l'objet cristallin, mais qu'il ne pouvait s'en détourner. Le cristal l'attirait. Il ressentait une succion soudaine, pénible, l'air bourdonnait d'une sorte de sifflement aigu, et brusquement, il dériva avec une vitesse croissante vers la chose dans le creuset. Elle l'aspira. Telle est la formule inexplicable d'Edmond. Il ressentit un moment un froid incroyable, et puis une nouvelle vision se présenta à ses yeux. Un brouillard gris, de l'instabilité. Edmond insistait sur cette curieuse sensation de flux, qui existait, dit-il, à l'intérieur de lui-même. Il avait l'impression, mentionne-t-il bizarrement, d'être un nuage de fumée, planant et flottant au hasard. Mais en baissant les yeux, il vit son propre corps tout habillé et apparemment bien réel. Son esprit fut alors oppressé par une terrible sensation de malaise, d'inquiétude. La brume s'épaissit et tournoya. Le cauchemar, la peur irraisonnée, familière aux fumeurs d'opium, s'empara de lui. Quelque chose approchait, il le sentait, quelque chose d'absolument horrible et effroyable, une menace latente. Et puis soudainement, le brouillard disparut. Très loin, au-dessous de lui, il vit ce qu'il prit tout d'abord pour la mer. Il planait librement dans les airs, et une grisaille houleuse scintillait et déferlait d'un horizon à l'autre. La surface, fluctuante, était parsemée de taches rondes, sombres, innombrables, sans aucune volonté consciente. Il se sentit attiré verticalement vers le bas, et comme il approchait de la mystérieuse grisaille, il la vit plus nettement. Il ne pouvait en déterminer la nature. Cela semblait être simplement une mer de vase grise, protoplasmique et sans caractéristiques précises. Mais les taches sombres étaient maintenant bien reconnaissables. Des têtes. Dans l'esprit d'Edmond passa brusquement le souvenir d'un récit qu'il avait lu, écrit par le moine Alberico au XIIe siècle, racontant en principe une descente en enfer. Comme Dante, Alberico avait observé les tourments des damnés, les blasphémateurs, écrivait-il dans son latin ampoulé et pédant, étaient plongés jusqu'au cou dans un lac de métal en fusion. Edmond se rappelait au présent la description du moine, puis il vit que les têtes n'étaient pas celles d'êtres en partie submergés dans la vase grise. Elles poussaient de la grisaille même. La peur d'Edmond l'avait quitté, avec une curiosité singulièrement détachée. Il contempla la fantastique surface étalée sous lui. Il y avait des têtes humaines, dansant et sautant sur la mer grise, par milliers. Incalculables, mais le plus grand nombre n'étaient pas humaines. Certaines avaient quelque chose d'anthropoïde, alors que d'autres pouvaient à peine être reconnues comme des objets vivants. Car les têtes vivaient,
Les yeux regardaient, emplis d'une horrible souffrance, les lèvres grimaçaient de muettes lamentations, des larmes ruisselaient sur les joues creuses, même les têtes abominablement inhumaines, semblables à des oiseaux, reptiliennes, monstrueuses choses de pierre, de métal et de matière végétale vivante, révélaient le tourment incessant qui les rongeait. Edmond était attiré vers la horde macabre. De nouveau les ténèbres l'environnèrent. Cela ne dura pas, mais quand il émergea de son inconscience momentanée, il se sentit, dit-il, curieusement changé. Il lui était arrivé quelque chose pendant cette fatidique phase d'obscurité. Une sorte de vague brumeux enveloppait d'ambre son esprit, si bien qu'il semblait tout voir au travers d'une sorte de nuage sombre. Dans cette nouvelle vision, il paraissait être très haut dans le ciel, au-dessus d'une ville silencieuse, au clair de lune, vers laquelle il descendait rapidement. C'était la pleine lune, et grâce à cette lumière lunaire, il reconnut la vieille maison vers laquelle il plongeait. C'était celle de Kenneth Scott, qu'il connaissait bien d'après la photographie. Une sorte de surexcitation triomphante le réchauffa. Ainsi l'expérience avait réussi. La maison se dressa devant lui. Il planait devant une fenêtre ouverte, regardant l'intérieur. Il reconnut la silhouette menue de Kenneth Scott, assis à son bureau. Les lèvres de l'occultiste étaient pincées et ses sourcils froncés par l'inquiétude. Un grand volume de parchemin jauni était ouvert devant lui, qu'il étudiait avec soin. De temps en temps, son regard soucieux se tournait vers le téléphone, à côté de lui, sur le bureau. Edmond tenta de l'appeler et Scott releva la tête et regarda par la fenêtre. Aussitôt, ses traits se modifièrent d'une façon bouleversante. Il paraissait soudain fou de peur. Il bondit de son bureau, renversant sa chaise, et en même temps, Edmond sentit une irrésistible impulsion qui l'attirait en avant. Ce qui se passa ensuite reste confus et vague. Les notes d'Edmond à ce sujet sont fragmentaires, et tout ce que l'on peut comprendre, c'est qu'Edmond était dans la pièce et poursuivait le malheureux Scott d'une façon tout à fait inexplicable et anormale. Il déferlait, et Scott était pris et submergé. Et là, les notes d'Edmond cessent totalement, comme s'il avait été accablé par le souvenir de cet épisode. Des ténèbres miséricordieuses enveloppèrent Edmond, mais il eut une dernière vision brève avant la fin du rêve. Encore une fois, il semblait être dehors devant la fenêtre de Scott, battant rapidement en retraite dans la nuit, et dans le rectangle de lumière jaune, il voyait une partie du bureau de Scott, et au-delà le corps tassé d'un homme gisant sur le tapis. Edmond supposa que c'était le cadavre de Scott, car sa tête était repliée à un angle impossible, hors de vue, sous le torse, ou alors il n'avait plus de tête. Là, le rêve se termina. Edmond se réveilla dans la pièce obscure et Ludwig s'agitait un peu dans son sommeil, à côté de lui. Les deux chercheurs étaient bouleversés et affolés. Ils discutèrent avec animation pendant un moment, avec quelques crises d'un fou rire nerveux, et Ludwig révéla que sa vision était identique à celle d'Edmond. Il est dommage que ni l'un ni l'autre n'ait pris la peine d'analyser la situation ou de chercher une explication logique, mais tous deux étaient des mystiques absolument crédules. Le téléphone sonna. Une opératrice impatiente demanda à Edmond s'il acceptait de prendre une communication de Baltimore. Elle avait, dit-elle, appelé l'appartement pendant un long moment sans obtenir de réponse. Edmond l'interrompit pour la prier sèchement de lui passer la communication. Mais ce fut impossible. L'opératrice du central de Baltimore déclara que son correspondant ne répondait plus et après un échange futile de questions, Edmond raccrocha. Ce fut alors que Ludwig avoua qu'il avait écrit à Scott, en se reprochant la réticence qui lui avait fait omettre de révéler à l'occultiste de Baltimore le but de l'expérience, la destination vers laquelle seraient dirigés les corps astraux. Leurs craintes ne furent pas apaisées non plus par la découverte de l'objet dans le creuset. Une partie au moins de la vision semblait fondée sur la vérité. Des produits chimiques inconnus s'étaient cristallisés en une chose qui ne paraissait faite que d'angles et de plomb. Elle était composée d'une substance friable ressemblant à du verre dépoli. Sa forme était vaguement pyramidale et mesurait environ 15 cm de la base au sommet.
Ludwig voulut immédiatement la briser, mais Edmond l'en empêcha. Leur dispute fut interrompue par l'arrivée d'un télégramme de Scott, leur disant: ne tentez aucune expérience avec brochure mentionnée Stop, terriblement dangereux, pourrait signifier ma mort. Stop, vous écrit aujourd'hui par avion, détail complet. Stop, vous conseille brûler pamphlet. Kenneth Scott. Il y eut deux autres communications qui provoquèrent le séjour provisoire de Paul Edmond dans un hôpital de Hollywood. La première fut une dépêche qui arriva à temps pour être publiée dans l'édition du matin du Los Angeles Times le 20 août. Elle annonçait brièvement que Kenneth Scott, écrivain et occultiste renommé de Baltimore, avait été mystérieusement assassiné. Le corps n'avait été découvert que dans l'après-midi du 19 et il n'y avait pas le moindre indice permettant d'identifier l'assassin. Le fait que la tête de la victime avait été tranchée et avait inexplicablement disparu avait tout d'abord rendu l'identification douteuse. Mais le médecin personnel de Scott confirma la supposition logique. Une certaine quantité de vase grisâtre souillant, le tapis ajoutait un nouvel élément énigmatique à l'affaire. La tête de Scott, déclarait le médecin légiste, avait été fort proprement tranchée avec une lame bien affûtée. La police annonçait que l'arrestation du coupable ne tarderait pas. Inutile de dire qu'il n'y eut jamais aucune arrestation. Les journaux à sensation s'emparèrent du morceau de soie et en firent leur chou gras. Un reporter entreprenant découvrit que Scott avait expédié une lettre par avion de la poste centrale de Baltimore peu de temps avant l'heure supposée de sa mort. Ce fut cette communication qui provoqua l'effondrement nerveux d'Edmond et son hospitalisation. La lettre fut retrouvée dans l'appartement d'Edmond, mais elle ne projette que fort peu de lumière sur l'affaire. Scott était un visionnaire et sa missive présente une ressemblance presque suspecte avec ses œuvres de fiction. Vous savez tous deux, disait en partie cette longue lettre, combien les anciennes légendes et le folklore contiennent de vérité. Le cyclope n'est plus un mythe, comme vous le dira tout médecin familiarisé avec les naissances de monstres, et vous n'ignorez pas que mes hypothèses concernant l'élixir vitae ont été confirmées par la découverte de l'eau lourde. Eh bien, le mythe de l'hydre est basé sur une semblable vérité. Il existe d'innombrables récits de monstres à plusieurs têtes, tous inspirés de l'entité dont l'existence réelle a été connue de bien peu de personnes au cours des âges. Cette créature n'est pas originaire de la Terre, mais des golfes de l'extérieur. C'était dans un sens une entité vampirique, vivant non pas du sang de ses victimes, mais de leur tête, de leur cerveau. Cela vous paraît sans doute étrange, mais vous savez maintenant qu'il y a des êtres à l'extérieur dont les besoins et la chair ne sont pas comme les nôtres. Au cours des millénaires, cette entité a vécu affamée dans les abysses au-delà de notre dimension, réclamant des victimes quand elle le pouvait, car cette entité, en absorbant la tête et le cerveau de créatures intelligentes, tant de ce monde que d'autres planètes, voit ses pouvoirs et sa vitalité fortement augmenter. Vous savez tous deux, qu'au fil des âges, il y a eu des gens prêts à adorer les grands anciens. Même les extraterrestres, maléfiques, dont l'existence est parvenue jusqu'à nous dans le folklore sous forme de démons. Tout dieu et toute entité ont eu leur adorateur, du noir pharaon jusqu'au moindre des extraterrestres, dont les pouvoirs sont plus qu'humains. Et ces cultes s'entremêlent d'une manière très singulière, car nous retrouvons des traces d'une religion oubliée, reparaissant en des temps bien moins anciens. Quand les Romains adoraient la Mania Mater dans les sombres forêts d'Italie, par exemple, pourquoi pensez-vous que leur rite comportait l'adoration mystique Gorgo, Mormon, l'une en mille visages? L'implication est claire. J'entre dans beaucoup de détails, mais c'était nécessaire pour vous préparer à mon explication de l'origine de ce pamphlet que Robert a trouvé à San Pedro. Je connaissais l'existence de cette brochure, qui a été imprimée à Salem en 1783, mais je croyais qu'il n'en existait plus aucun exemplaire. Ce pamphlet est un piège, tout à fait diabolique, fabriqué par les adorateurs de l'hydre, pour attirer des victimes dans la gueule de leurs dieux. Le texte veut faire croire à une innocente expérience avec le moi astral. Cependant, son but réel
et d'ouvrir un portail et de préparer un sacrifice pour l'hydre. Quand ces brochures ont été distribuées au début par des voies clandestines, il y a eu une épidémie de crimes en Nouvelle-Angleterre. Des dizaines d'hommes et de femmes furent trouvés décapités, sans que soit jamais relevée aucune trace d'assassin humain. Les véritables tueurs étaient ceux qui se livraient à l'expérience selon les instructions données dans la brochure et laissaient à leur insu l'hydre utiliser leur énergie vitae pour se matérialiser sur cette planète. En un mot, voici ce qui se passe. Le sujet suivant les instructions aspire les vapeurs de la drogue qui déchire le voile entre notre monde et l'extérieur. Il se concentre sur la personne qu'il désire que son astral aille visiter, et cette personne est condamnée, car l'expérimentateur est attiré à l'extérieur, dans une autre dimension de l'espace, et par certains processus psychiques et chimiques, fait temporairement un avec l'hydre. Ensemble, l'hydre, utilisant l'astral de l'expérimentateur comme un hôte, vient sur Terre et s'empare de sa proie, qui est la personne sur qui le sujet a concentré sa pensée. Il n'y a pas de danger réel pour l'expérimentateur lui-même, sauf peut-être un grave choc nerveux possible. Mais l'autre, la victime, est prise par l'hydre. Elle est condamnée au tourment éternel, sauf dans certains cas rares où elle parvient à conserver un lien psychique avec un esprit terrestre. Mais inutile d'évoquer cela. Je suis extrêmement inquiet. J'ai demandé une communication avec l'appartement d'Edmond, et sans aucun doute, vous m'entendrez ce soir, longtemps avant que cette lettre vous parvienne. Si vous êtes assez téméraire pour tenter l'expérience avant que je puisse communiquer avec vous, je courrai un grave danger, car vous risquez de vouloir projeter votre astral vers Baltimore, vers moi. Après avoir mis cette lettre à la poste, et en attendant ma communication téléphonique, je ferai tout mon possible pour trouver une formule protectrice, mais je ne crois pas qu'il en existe une. Kenneth Scott. Ce fut cette lettre qui envoya Edmond à l'hôpital pour quelques jours, afin de se remettre de sa commotion nerveuse. Ludwig était apparemment d'une étoffe plus solide. Il resta dans l'appartement à la demande d'Edmond et se livra seul à quelques expériences. On ne saura jamais très bien ce qui se passa chez Edmond pendant les quelques jours suivants. Ludwig alla voir son ami à l'hôpital, tous les jours, et lui parla de ses expériences. Et Edmond nota ce qu'il pouvait se rappeler sur les bouts de papier qu'il glissa par la suite entre les pages de son journal intime. En attendant à penser que la mixture anormale de drogue dans le creuset continuait d'exercer son influence sur l'esprit des deux chercheurs. Car il est certain que les expériences de Ludwig, telles qu'Edmond les rapporte, semblent un prolongement du rêve de hashish initial. Ludwig avait brûlé la brochure, comme bien l'on pense, et puis dans la nuit qui suivit l'hospitalisation d'Edmond, il entendit, affirma-t-il, Scott qui lui parle. Edmond ne se moqua pas, car il était d'une extrême crédulité. Il écouta attentivement Ludwig, lui déclarer que l'occultiste était encore vivant, mais dans une autre dimension de l'espace. L'hydre avait capturé Scott, et l'occultiste avait la faculté de communiquer avec Ludwig. Il est indispensable de ne pas perdre un instant de vue le fait que ces deux jeunes gens n'étaient tout à fait normaux, ni l'un ni l'autre, après la secousse mentale qu'ils avaient subie. Ainsi, de jour en jour, Ludwig agrémentait son récit de nouveaux détails et Edmond l'écoutait. Il parlait furtivement, en chuchotant, et Edmond surveillait soigneusement ses notes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de sceptiques. L'élément crucial de l'affaire, disait Ludwig, c'était l'étrange objet cristallin qui s'était formé dans le creuset. C'était cela qui maintenant ouvert la voie vers l'extérieur. On pouvait passer par lui si on le désirait, bien qu'il fût moins grand que la tête d'un homme, parce que le cristal créait une fissure dans l'espace, expression qu'Edmond emploie à plusieurs reprises, mais néglige notamment d'expliquer. L'hydre, cependant, ne pouvait revenir sur Terre à moins que la condition initiale fût reproduite. Ludwig dit qu'il avait entendu la voix de Scott, murmurant faiblement dans l'objet cristallin en plomb et aux ongles d'aimant, que l'occultiste souffrait d'horribles tourments et suppliait Ludwig de le sauver. Ce ne serait pas difficile, à la condition que le jeune homme suive aveuglément les instructions. Il y avait des dangers, mais il devait avoir du courage, obéir
et s'efforçait d'effacer le mal qui avait été fait. Ce serait ainsi seulement que Scott serait délivré des souffrances éternelles et pourrait revenir sur la terre. Ainsi, raconta Ludwig à Edmond, il était repassé à travers le cristal. Encore cette extraordinaire phase vague. En portant les choses d'après Scott, il aurait besoin. La principale était un couteau à découper à manche de corne, aiguisé comme un rasoir. Il y avait d'autres objets, certains difficiles à obtenir, que Ludwig ne spécifiait pas, ou alors qu'Edmond omit de mentionner dans ses notes. Selon Ludwig, il était passé par le cristal et il avait trouvé Scott, mais pas tout de suite. Il y avait eu des nuits de tâtonnement dans le fantastique, de terribles visions, de cauchemars, et toujours il était guidé par le chuchotement insistant de Scott. Il y avait des portails à franchir, d'étranges dimensions à traverser. Ainsi Ludwig progressa par d'épouvantables abysses de ténèbres palpitantes, pleines d'effroi. Il passa par un lieu de singulière lumière violette, où il était poursuivi par les tris maléfiques d'un rire de gnome. Il ira dans une ville cyclopienne abandonnée, toute en pierre noire, en laquelle il reconnut avec effroi la fabuleuse, dit finalement, il retrouva Scott. Il fit ce qui était nécessaire quand il revint le lendemain à l'hôpital. Edmond fut frappé par la pâleur exsangue de son ami, par les petites lueurs de folie qui brillaient dans ses yeux. Les pupilles étaient anormalement dilatées, et Ludwig s'exprimait par des chuchotements décousus, qu'Edmond avait du mal à suivre. Les notes en souffrirent, et les clairs, simplement que Ludwig déclara qu'il avait délivré Scott de l'emprise de l'hydre, et il marmonna inlassablement une histoire de terrible vase grise, qui avait souillé la lame de son couteau à découper. Il dit que sa tâche n'était pas encore finie. Sans aucun doute, c'était l'esprit empoisonné par la drogue de Robert Ludwig qui parlait. Quand il révéla qu'il avait laissé Scott, ou tout au moins la partie vivante de Scott, dans une dimension de l'espace qui n'était pas hostile à la vie humaine et qui n'était pas soumise à des lois et processus entièrement naturels, Scott voulait revenir sur la Terre. Il le pouvait maintenant, dit Ludwig à Edmond, mais l'étrange vitalité qui maintenait la vie dans ce qui restait de Scott se dissiperait dès son arrivée sur Terre. C'était seulement sur certains plans et dans certaines dimensions qu'il était possible à Scott d'exister. Et la force extra-humaine qui lui conservait la vie commençait à le quitter maintenant, qu'il ne tirait plus d'énergie de l'hydre. Ludwig dit qu'il fallait agir vite. Il y avait un certain lieu à l'extérieur où Scott pourrait accomplir ce qu'il désirait. Dans ce lieu, la pensée était obscurément liée à l'énergie et à la matière, à cause d'un sifflement aigu démon, disait Ludwig, qui filtrait éternellement de derrière un voile de couleur chatoyante. C'était très près du centre, le centre du chaos, où règne Azathoth, le seigneur de toutes choses. Tout ce qui existe avait été créé par les pensées d'Azathoth. Et c'était seulement dans le centre de l'ultime chaos que Scott trouverait le moyen de revivre sur la Terre sous une forme humaine. À cet endroit des notes d'Edmond, quelques mots sont effacés et l'on ne peut que distinguer une bribe de pensée rendue réelle. Blême, les joues creuses, Ludwig déclara qu'il devait achever sa tâche. Il devait conduire Scott au centre, bien qu'il avouât ressentir une peur horrible qui le faisait hésiter. Il y avait des dangers, des obstacles, des choses trappes où l'on pouvait aisément tomber. Plus terrible, le voile abritant Azathoth était mince, et le plus bref aperçu du Seigneur de toutes choses signifierait la destruction totale de celui qui le voyait. Scott en avait parlé, dit Ludwig, et il avait aussi mentionné la redoutable attirance qui forcerait le jeune homme à porter les yeux sur ce point fatal, s'il ne luttait pas vigoureusement. Se mordant nerveusement les lèvres, Robert Ludwig quitta l'hôpital et ne supposant qu'il lui arriva malheur alors qu'il se rendait à l'appartement d'Edmond, car jamais Edmond ne revit son ami sur cette terre. La police cherchait toujours la tête disparue de Kenneth Scott. Edmond l'apprit par les journaux. Le lendemain, il attendit impatiemment la visite de Ludwig et au bout de plusieurs heures, ne le voyant pas venir, il téléphona chez lui et n'obtint pas de réponse. Finalement, inquiet, presque malade d'angoisse, il passa 10 minutes agité avec son médecin
et autant avec le directeur de l'établissement. Il parvint tout de même à obtenir ce qu'il voulait et se rendit chez lui en taxi après avoir surmonté les objections du personnel de l'hôpital. Ludwig n'était pas là. Il avait disparu sans laisser de traces. Edmond envisagea d'appeler la police, mais chassa vite sa pensée. Il arpenta nerveusement son appartement, sans presque cesser de regarder l'objet cristallin dans le creuset. Son journal donne très peu d'indices sur ce qui se passa ce soir-là. On peut supposer qu'il prépara une nouvelle dose de la drogue narcotique, ou que les effets toxiques des vapeurs qu'Edmond avait inhalées quelques jours plus tôt avaient fini par provoquer une telle détérioration de son cerveau qu'il n'était plus capable de distinguer le faux du vrai. Une note datée du lendemain matin, dans son journal, commence brusquement ainsi. Je l'ai entendu, tout comme disait Bob. Il a parlé par la chose en cristal. Il est désespéré. Il me dit que Bob a échoué. Il n'a pas conduit Scott au centre, sinon S aurait pu se matérialiser de nouveau sur la terre et sauver Bob. Quelque chose, je ne sais pas trop quoi, s'est emparé de Bob. Que Dieu le préserve, que Dieu nous protège tous. Scott dit que je dois commencer là où Bob s'est interrompu et achever la tâche. À la dernière page de ce document, une âme est mise à nu, et ce n'est pas beau à voir. Les horreurs inhumaines que le journal décrit semblent en quelque sorte moins abominables que le dernier conflit qui se déroula dans cet appartement des auteurs de Hollywood, où un homme luttait contre sa peur et prenait conscience de sa faiblesse. Il est sans doute heureux que le pamphlet ait été détruit, car une drogue aussi destructrice du cerveau que celle qui est décrite doit sûrement provenir de quelque enfer tout aussi terrible que ce qu'évoque Edmond. Les dernières pages du journal montrent un esprit tombant en ruine. Je suis passé au travers, Bob, à faciliter la chose. Je peux commencer là où il s'est interrompu, comme l'a dit Scott, et je suis monté à travers la flamme froide et le vortex, tourbillonnant jusqu'à l'endroit où se trouve Scott, où il se trouvait plutôt, car je l'ai soulevé et emporté à travers plusieurs dimensions. Avant de devoir revenir, Bob n'a pas mentionné la succion contre laquelle on doit lutter, mais elle ne devint pas très forte avant que j'aie parcouru une assez grande distance à l'intérieur. La note suivante est datée du lendemain. Elle est presque illisible. Pas pu le supporter. Devait sortir, promener dans Griffith Park pendant des heures. Puis je suis rentré chez moi et presque aussitôt Scott m'a parlé. J'ai peur. Je crois qu'il le sent et qu'il a peur aussi et qu'il est en colère. Il dit que nous ne pouvons plus perdre de temps. Sa vitalité l'a presque entièrement quitté. Il doit atteindre le centre très vite et revenir sur la terre. J'ai vu Bob rien qu'un instant, et je ne l'aurais pas reconnu si Scott ne m'avait pas dit que c'était lui. Il était tout de travers, vraiment horrible. Scott dit que les atomes de son corps se sont adaptés à une autre dimension, quand il s'est laissé prendre. Nous sommes presque au centre. La toute dernière note. Encore une fois, et nous y serons. Dieu, j'ai peur, horriblement peur. J'entends le sifflement. Il me glace le cerveau. Scott criait, me pressait. Je crois qu'il essayait de couvrir cet autre sang, mais naturellement il ne pouvait pas. Il y avait une très faible lueur violette dans le lointain et un papillotement de lumière multicolore. Au-delà, m'a dit Scott, il y avait Azathoth. Je ne peux pas faire ça. Je n'ose pas. Pas avec ce sifflement et ces formes que j'entrevois qui bougent tout en bas. Si je regarde dans cette direction, quand je serai au voile, ça voudra dire, mais Scott est fou, furieux contre moi. Il dit que je suis la cause de tout. J'ai un désir presque incoercible de laisser la succion me ramener, m'attirer, et puis de briser le portail, la chose en cristal. Peut-être, si je vois que je suis incapable de me détourner du voile, la prochaine fois que je passerai, c'est ce que je ferai. J'ai dit à Scott que s'il me laisse retourner sur la terre, rien qu'une fois encore, pour reprendre haleine, je finirai le travail la prochaine fois. Il a été d'accord, mais il m'a dit de me dépêcher. Sa vitalité le quitte très vite. Il dit que si je n'ai pas franchi le portail dans 10 minutes, il viendra me chercher. Mais il ne le fera pas. La vie qui lui permet d'exister à l'extérieur ne lui serait d'aucune utilité sur la terre, sauf pour une seconde ou deux. Mais 10 minutes sont écoulées.
Scott m'appelle du portail. Je n'irai pas. Je ne peux pas l'affronter. Pas cette dernière horreur de l'extérieur, avec ces choses qui bougent derrière le voile, et cet horrible sifflement hurlant. Je n'irai pas, je vous dis. Non, Scott, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Vous vous mourriez. Je vous dis que je n'irai pas. Vous ne pouvez pas m'y forcer. Je préférerais briser le portail. Quoi? Non, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça, Scott. Non, non. Dieu, il va sortir. Il sort. Ce sont les derniers mots du journal que la police trouva ouverts sur le bureau d'Edmond. Des hurlements hideux, puis un flot de liquide rouge glissant lentement sous la porte de l'appartement d'Edmond avait provoqué l'arrivée de deux agents de police en patrouille dans une voiture radio. On découvrit le cadavre de Paul Edmond près de la porte, la tête et les épaules dans une flaque cramoisie qui grandissait rapidement. Tout près de lui se trouvait un creuset de bronze renversé et une substance floconneuse blanche, un peu granuleuse. S'était répandue sur le tapis. Les doigts rigides d'Edmond étaient encore crispés sur l'objet qui a été depuis au centre de tant de controverses. Cet objet était dans un état de conservation incroyable. Étant donné sa nature, une partie était recouverte d'une singulière vase grisâtre, visqueuse, et les mâchoires fortement serrées, les dents ayant effroyablement déchiqueté la gorge d'Edmond et les tranches d'artères carotides. Point n'était besoin de rechercher plus longtemps la tête manquante de Kenneth Scott.